En gros, il y en a, je dirais, 20% qui le regardent, et encore, c'était un petit peu hyper gonflé par Xavier, qui travaille avec moi depuis plus que 20 ans, et avec Olfa et Nadia. Probablement, vous êtes moins encore, donc je vais essayer de vous convaincre que c'est important, le gradient de PCO2. En tout cas, dans cette conférence d'experts ici, qui vient des IM encore une fois, on a clairement dit qu'il était très utile de mesurer le gradient de CO2 entre la veine, on va dire centrale, et l'artère, dans les situations où la SCVO2 était dans un range normal, en gros au-delà de 70%, qui est la situation difficile à interpréter, parce qu'en général, quand elle est au-delà de 70% en état de choc, ça veut dire que le patient a des troubles de l'extraction d'oxygène, par définition. Plus elle est proche de la SAO2, moins l'oxygène est extrait. Et par conséquent, quand on est SVO au-delà de 70%, et pire encore, au-delà de 80%, alors ça veut dire que l'extraction d'oxygène est mauvaise, et on ne peut plus se fier à la SVO2. Elle a perdu sa signification dont je vous ai parlé. Donc la SVO2, c'est intéressant lorsqu'elle est basse. Lorsqu'elle est basse. Quand elle est élevée, il faut regarder le gradient de PCO2, parce que lui, il garde son utilité, parce qu'il dépend moins des troubles de l'extraction d'oxygène. Donc il garde sa valeur lorsque on a une SVO2 au-delà de 70%. Alors c'est quoi la signification physiologique? Alors là aussi, on reprend l'équation de Fick, mais cette fois-ci, non pas appliquée à l'oxygène, mais appliquée au CO2. Et la différence de concentration de CO2 entre l'artère, enfin plutôt l'artère pulmonaire et l'artère systémique, est proportionnelle à la production globale de CO2 divisée par débit cardiaque. Et en gros, ça dépend beaucoup du débit cardiaque. Le problème, c'est que le contenu en CO2 est difficile à calculer. Voilà les formules pour le calculer. Donc, comme c'est absolument épouvantable, il a été proposé, plutôt que de prendre le contenu, de passer à la pression et de passer du delta de contenu au delta de pression. Et il y a une certaine proportionnalité entre le delta de pression et le delta de contenu, qui est contenu dans ce facteur K. Et donc, quand on reprend l'équation simplifiée de Fick appliquée au CO2, on a delta de PCO2, donc PCO2 gap, comme on dit, égale K fois la production globale de CO2 divisée par le débit cardiaque. Et donc, delta de PCO2, ça va dépendre essentiellement de K, un facteur qui va définir la relation entre PCO2 et contenu en oxygène, contenu en CO2. Et puis, ça va dépendre aussi donc, de ce facteur K, mais ce facteur K, excusez-moi, n'est pas constant, il augmente avec l'hypercapnie veineuse. Donc, il faut se méfier de ce facteur K, il augmente avec l'hypercapnie veineuse. La production globale de CO2, c'est un facteur important, mais également le débit cardiaque, et c'est lui, là aussi, qui fait tout. Essentiellement, lorsqu'on a un bas débit cardiaque, eh bien, une variation du débit cardiaque va être reflétée par une variation de PCO2 gap. Quand on a par contre un débit cardiaque relativement élevé, la relation est moindre parce que la relation est hyperbolique. Et en gros, quand on a un bas débit cardiaque, on a un PCO2 gap élevé. Ça veut dire quoi élevé? Ça veut dire au-delà, en gros, de 6 mm de mercure entre la veine centrale et l'artère. Quand vous avez plus que 6, c'est lié à ce qu'on appelle un phénomène de CO2 stagnation. C'est dû à le bas débit. Qui dit bas débit cardiaque dit bas débit veineux, systémique, et donc dit basse clairance du CO2 qui est produit par les tissus périphériques. Et donc, en pratique, ça va être un marqueur de l'adéquation du débit cardiaque. Ce n'est pas un marqueur d'hypoxie tissulaire, et comme je n'ai pas beaucoup de temps du tout, je vais vous le passer très très vite. Ce n'est pas un marqueur d'hypoxie, c'est surtout un marqueur de débit cardiaque et d'adéquation du débit cardiaque, encore une fois. PCO2 gap élevé, ça veut dire que le débit cardiaque est insuffisant. Ce n'est pas un marqueur d'hypoxie, mais de perfusion. Alors, maintenant, on est passé au PCO2 mesuré en veine centrale plutôt qu'en artère pulmonaire, encore une fois parce qu'on utilise moins de cathéters artériels pulmonaires. Et il y a une assez bonne corrélation
c'est une étude d'Ospina Tascone et de Claire Hernandez, donc d'Amérique du Sud, qui a montré qu'on pouvait utiliser la veine centrale plutôt que l'artère pulmonaire. Donc le message important de cette présentation sur le PCO de Gap, c'est que ça dépend beaucoup du débit cardiaque, surtout lorsqu'il est bas. Ce n'est pas un marqueur d'hypoxie. Et quand on a donc une PCO de Gap normale, moins de 6, ça suggère que l'élévation du débit cardiaque n'est pas une priorité. Donc vous avez un état de choc, une SCVO2 au-delà de 70%, vous mesurez le PCO de Gap, il est inférieur à 6, ne pensez pas comme priorité augmenter le débit cardiaque. A contrario, s'il est au-delà de 6, eh bien, pensez-y, au contraire. Ça doit vous inciter à augmenter le débit cardiaque. Et vous voyez, c'est un papier très récent qui a été publié il y a 3 jours dans Critical Care. C'est là aussi une étude, enfin, des recommandations en gros, de certains experts. Il y avait Xavier, il y avait Olfa, il y avait moi, il y avait d'autres, Michael Pinsky, premier auteur, Jean-Louis Vincent, le dernier auteur. Et on a clairement dit dans ce papier, c'est écrit très clairement, que lorsqu'on a un état de choc distributif avec une SVO2 au-delà de 70%, eh bien, c'était dû souvent à une altération de l'extraction d'oxygène. Et dans ces situations-là, un PCO de Gap élevé, au-delà de 6 mm de mercure, eh bien, ça a identifié les patients pour lesquels eh bien, une élévation des débit cardiaque peut être bénéfique pour la perfusion d'organes. Par contre, si c'est inférieur à 6, il est peu probable qu'on améliore les choses. Donc c'est clairement écrit dans ce papier qui a été publié encore une fois mercredi dernier. Bon, allez, je vais passer là-dessus parce que bon, c'est un marqueur de pronostic, oui, c'est aussi relié au pronostic. Et pour finir, je vous présente un petit arbre décisionnel. Quand vous avez un patient en choc septique, avec hypotension et ou marbrure et ou augmentation du temps de recoloration cutanée et ou hyperlactatémie, mesurez la SCVO2. Mesurez la SCVO2. Ne pas la mesurer, à mon avis, ça veut dire qu'on n'a jamais vu un malade de sa vie. Hein. Mesurez la SCVO2. Et là, il y a 3 possibilités. Elle est basse, elle est moyenne, entre 70 et 80, ou elle est au-delà de 80. Donc, si elle est basse, ça veut dire que le transport d'oxygène n'est pas adéquat. Et il y a intérêt, là, à essayer d'augmenter le débit cardiaque. En général, ça marche, enfin, en général, le débit cardiaque, pardon, sauf si, bien sûr, c'est l'hémoglobine qui est le facteur explicatif. Donc, c'est ce qu'on avait dit. Lorsqu'elle est très élevée, au-delà de 80%, ça veut dire, dans un état de choc, ça veut dire qu'il y a un trouble d'extraction d'oxygène. Ça veut dire ça. Hein. Et donc là, il est illogique d'essayer d'augmenter le débit cardiaque, parce que si vous voulez augmenter le débit cardiaque, mais s'il y a un trouble d'extraction, bah, ça ne sert à rien. Et ça a bien été montré d'ailleurs que lorsqu'elle est très élevée, hein, c'est l'étude de l'équipe de Claude Martin à Marseille il y a quelques années, qui avait montré que lorsqu'on avait survivants et non-survivants, eh ben, la SCVO2 était plus élevée chez les non-survivants que chez les survivants, probablement à cause des troubles d'extraction, qui avait une différence très significative. Et ça a été confirmé par d'autres études. Lorsqu'elle est très élevée, c'est très grave, et en général, c'est associé à une surmortalité. Donc, ça, c'est les 2 cas de figure, basse ou très élevée. Et puis, il y a des facteurs, il y a des conditions intermédiaires où elle est entre 70 et 80%, malgré un état de choc. Et donc, la question, c'est de savoir, faut-il augmenter encore le transport d'oxygène? Je vais passer là-dessus. Ce serait donc, la question, ce serait comment identifier les patients qui bénéficieraient d'une augmentation du transport d'oxygène. Et là encore, c'est le PCO de Gap qui va faire la distinction. Et non, 2 possibilités. Vous avez un PCO de Gap qui est élevé, ou vous avez un PCO de Gap qui n'est pas élevé. Et lorsqu'il est élevé, encore une fois, ça suggère d'augmenter le débit cardiaque, parce que c'est un marqueur de l'adéquation en débit cardiaque, du débit cardiaque aux conditions métaboliques. Et donc, ça veut dire le plus souvent que le débit cardiaque est insuffisant et qu'il faut essayer de l'augmenter. Si par contre il n'est pas élevé, ça veut dire probablement, donc on a un trouble d'extraction, on le savait déjà, et là, que ce n'est pas très conseillé d'augmenter le débit cardiaque. Comment faire dans ces situations? Vous avez choc plus SVO2
normal, plus PCO2 gap, normal. Et pourtant, il est en choc. C'est des situations difficiles qu'on a à manager. Il n'y a pas de solution miracle. Moi, ce que je vous conseille dans ces cas-là, c'est de réfléchir à nouveau à votre pression artérielle moyenne cible. Peut-être que vous l'avez mal évaluée, peut-être qu'il y a intérêt à l'augmenter encore, ou bien essayer de baisser la PVC si la PVC est élevée. Ou alors, c'est qu'il y a un problème que vous n'avez pas contrôlé, ce qu'on appelle la source de l'infection, peut-être, que vous n'avez pas contrôlé. Il faut vous réfléchir sur éventuellement la source de l'infection. Soit les antibiotiques ne sont pas adéquats, soit qu'on a laissé passer un abcès ou une source d'infection. Il faut se reposer la question, plutôt que de dire « Ah ben j'arrête la réanimation parce que la SCVO2 est au-delà de 70% et le PCO2 gap est normal ». Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Oui, merci beaucoup, cher Jean-Louis, pour cet excellent topo. Alors, je disais à notre professeur Bensouda, c'est magnifique ce que tu nous as fait. Tu nous as donné des recommandations concernant la saturation veineuse en oxygène. Tu nous as dit que ça a été jeté dans la poubelle, et puis tu nous as donné ton avis comme quoi ça a encore une place. Et on s'est dit, tu as toute la légitimité de le faire. Et bon, ce que j'ai retenu, c'est que pour les malades graves en choc septique, qui ont un vrai trouble de délivrance en oxygène avec des SVO2 élevés, et disons qui sont sous certaines doses de noradré, en mesurant le PCO2 gap, s'il est très élevé, on peut dire qu'il y a moyen d'optimiser le débit cardiaque par du remplissage ou par autre chose. Si ce PCO2 gap est normal ou bas, il faut, d'après ce que j'ai compris, ne pas chercher à augmenter le débit cardiaque. Donc se dire, peut-être que j'ai la source d'infection qui n'est pas contrôlée, ou peut-être pression cible, oui. Peut-être augmenter la pression cible. Tenter d'augmenter la pression. Tester plutôt que de dire ben, je ne peux plus rien faire. Très bien. Ouais. Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à faire? Est-ce que dans votre pratique, je pense éventuellement à aider le malade par par l'ECMO, plutôt des épurations extrarénales afin d'éliminer, soi-disant, les toxines, des filtres spéciaux. Est-ce que ça pourrait marcher pour éliminer la partie inflammatoire? Oui, tout à fait. En fait, tu as exactement compris. Le problème, c'est que SCVO2 normal, voire élevé, PCO2 gap normal, ça identifie les chocs persistants, hein, bien sûr. S'ils ne sont pas en état de choc, c'est normal hein, d'avoir une SVO2 à 70%. Là, actuellement, vous avez une SVO2 supérieure à 70%. Vous avez un PCO2 gap normal. Vous. Moi, je ne sais pas. Parce que je suis en train de présenter, je suis stressé, etc. Mais vous n'êtes pas en état de choc. Hein, d'accord. Mais un patient qui est en état de choc avec PCO2 gap et SVO2 normal, ça identifie les patients les plus graves en état de choc. Et par conséquent, là où en effet l'hémodynamique, on n'a plus grand-chose à faire, alors peut-être que l'épuration ou l'hémofiltration peut être une solution. Réfléchir à nouveau, encore une fois, sur la pression artérielle moyenne cible, peut-être qu'on a mal évalué, on s'est limité à 65, peut-être qu'il fallait faire au-delà. Réfléchir sur le contrôle de la source d'infection. Donc voilà, en tout cas, ça identifie les patients graves, ça c'est certain. Oui. Merci, professeur Jean-Louis, pour la qualité de la présentation. Donc pour le gap CO2, donc, on est parti d'un schéma qui est simple. Donc, artère qui arrive jusqu'au niveau des cellules, puis retour veineux, et donc la CO2. Par contre, dans les situations de choc septique, il y a une altération de la microcirculation, donc il y aura une différence entre les organes. Est-ce que ça ne peut pas altérer vraiment l'interprétation de moi, je crois. Alors, c'est une bonne question, c'est une excellente question, parce que vous inviteriez le professeur Daniel de Backer à venir faire une présentation. Il vous dirait un tout petit peu différent. On a une toute petite différence de point de vue. Il vous dirait que peut-être
la PCO2 gap peut être un indicateur de la microcirculation. Je n'y crois pas du tout. C'est basé sur un papier pour lequel j'étais reviewer et qui était un papier d'Ospina Tascon en premier auteur, puis en 2015. J'y crois pas du tout, parce qu'en fait, la pression veineuse en CO2, on est vraiment très loin de la microcirculation. C'est un marqueur systémique. Si on avait la PCO2 à la sortie de la microcirculation, je vous dirais oui. Mais on ne l'a pas. Là, on a une PCO2 veineuse centrale. C'est la somme qui est l'ensemble des choses. Et je ne crois pas du tout, mais alors vraiment du tout, que c'est un marqueur de la microcirculation. Hélas. Oui. Oui. Merci. Deux petites questions. La première, pour la saturation veineuse en oxygène chez le neurolésé, choc septique chez un neurolésé. Est-ce qu'il reste toujours fiable? La saturation veineuse saturation veineuse, oui, centrale. Oui. C'est-à-dire, deuxième question, on a appris en physiologie qu'il y a un quotient respiratoire, c'est-à-dire entre production de CO2 et consommation d'oxygène, qui est aux alentours de 0,8 au repos. C'est-à-dire, pourquoi ajouter cette gap, alors, le CO2 gap? Alors, je vais commencer par la deuxième question, en espérant ne pas omettre la première. Alors, en effet, dans les années 90, c'est un papier qu'on a publié en 2002 dans Intensive Air Medicine, on a montré que quand on faisait une estimation du quotient respiratoire en divisant le PCO2 gap par la DAVO2, la différence veineuse en oxygène, on avait un marqueur de l'anaérobiose, Tout à fait d'accord, c'est un bon marqueur. J'en ai pas parlé là parce qu'on ne peut pas parler de tout, hein, mais quand je fais un topo que sur la PCO2 gap pendant 20-25 minutes, je détaille ça. C'est une étude qui a été publiée en 2002 à Bicêtre, hein, qu'on a fait. Ça a été répliqué par bien d'autres depuis. Et en effet, on peut utiliser cet équivalent de quotient respiratoire comme marqueur d'hypoxie cette fois-ci, et non plus comme marqueur d'adéquation du débit cardiaque. Ça peut être utile tout à fait. C'est en gros, ça remplace l'hyperlactatémie, si vous voulez. Hein, ça remplace l'hyperlactatémie. Mais bon, voilà, oui, tout à fait. Alors, pour rapport à votre première question, le neurolésé, est-ce que la SCVO2, ça reflète les choses? Alors, c'est une question difficile parce que dire que la SCVO2, c'est un reflet de la SVO2, ça veut dire en effet que le territoire CAF-SUP, il est en gros, il a une signification à peu près identique qu'au territoire cave inférieur. Et il y a peut-être des situations où le territoire cave inférieur est très altéré et que la SCVO2 ne reflète pas, et inversement, où la situation où le CAF-SUP est très altéré, et la SCVO2 n'est pas un reflet de ce qui se passerait dans le territoire cave inférieur. Donc il y a des limites, vous avez tout à fait raison de les marquer, parce que ça explique aussi pourquoi on n'a pas de corrélation et pas de concordance parfaite entre la SCVO2 et la SVO2, tout à fait. Vraiment une dernière question. Yacine. Merci. Et je vous remercie pour la présentation. Donc, je pense que vous êtes basé surtout sur le modèle choc septique, alors que les autres états de choc, je pense que aussi c'est intéressant d'étudier tout ça, avec quelques différences, notamment dans le choc cardiogénique. Ma question est lors de la présentation de l'algorithme, le bras à gauche, SVO2 normal ou élevé, avec un gap, on va dire normal ou enfin plutôt un grand gap. C'est-à-dire que j'arrive pas à extraire. J'arrive pas à... Pardon. L'extraction d'oxygène n'est pas parfaite. Oui. Et pourquoi vous dites que c'est juste, il faut corriger ou réfléchir à corriger juste le débit cardiaque, alors qu'on a d'autres déterminants, notamment l'inflammation, comme a dit Jawed, la vasodilatation et autres. Ça, c'est la première question. Excusez-moi, je suis désolé, j'ai pas bien compris. Alors, quel bras? C'est-à-dire que voilà, j'ai la SVO2 qui est normale, voire élevée, et j'ai mon extraction qui n'est pas bonne. Oui, d'accord. Oui, donc voilà, pourquoi c'est juste le débit cardiaque, on va juste prendre en charge,
en grosso modo le débit cardiaque, alors qu'il y a d'autres... non, justement, si vous avez une SCVO2 qui est élevée, on ne peut plus interpréter la SCVO2 dans le cadre des troubles d'extraction. Alors vous allez me dire, il y a des situations où il n'y a pas de troubles d'extraction, moi on n'en sais rien. Il y a peut-être des troubles d'extraction. Je vous rappelle que le choc traumatique, hémorragique, cardiogénique s'accompagne aussi possiblement de troubles d'extraction d'oxygène s'il dure un petit peu. Hein. Et donc, bon, si vous avez une SCVO2 élevée et un état de choc, ça veut dire qu'il y a un trouble d'extraction. Que votre patient il soit cardiogénique, hémorragique, ce que vous voulez. Bon. Dans ces situations-là, vous regardez le PCO2 gap, c'est ça que je veux dire. Et s'il est normal, ça veut dire que vous ne pouvez pas jouer sur l'hémodynamique. Vous ne pouvez pas jouer sur l'hémodynamique, je le répète. Et donc, vous êtes obligé de jouer sur autre chose. Soit peut-être épurer les mauvaises toxines, soit réfléchir à... Vous n'avez pas contrôlé la source de l'infection, s'il y a infection, etc. Voilà ce que j'ai dit simplement. Mais si par contre il est élevé, c'est là qu'il faut essayer d'augmenter le débit. Si le PCO2 gap pourquoi juste le débit? Pourquoi pas... Parce que le PCO2 gap, ça dépend que du débit. Ça ne dépend pas de l'hémoglobine et tout ça. Tandis que la SVO2, elle dépend aussi de l'hémoglobine. C'est la petite différence. La SVO2, c'est un marqueur de la balance entre consommation d'oxygène et délivrance en oxygène, transport d'oxygène, alors que le PCO2 gap, c'est un marqueur de la balance entre production de CO2 et débit cardiaque. L'hémoglobine n'est pas comptée dedans. Merci beaucoup, Jean-Louis. Malheureusement, on est obligé de passer à la session suivante parce qu'on est déjà très, très en retard. Donc, Jean-Louis est toujours là parmi nous, donc pour les discussions en aparté. Ça peut toujours continuer en dehors de la salle. Merci Issaoui. Donc, merci. Merci beaucoup.